Messieurs les chefs de terre et chefs de village, distingués mesdames et messieurs cadres chefs de service, révérends guides religieux, partenaires, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, les sages, la jeunesse unie, femmes vaillantes d'Akekwa, l'auguste assemblée, en vos rangs, titres, qualités et grades. Mon commandant, c'est un grand honneur et privilège pour nous de vous recevoir chez vous ici à Akekwa. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Nous sentons un immense plaisir et satisfaction de vous accueillir ici aujourd'hui. Mon commandant, Akwaba, soyez les bienvenus. On applaudit encore plus fort, s'il vous plaît, plus fort. On n'est pas venu, on est venu pour ambiance. Ambiancez, s'il vous plaît. Ambiancez. Salut à tous. Au nom du chef du village, Yatsen Monet Ambraz, sous la bénédiction de Nana, chef de terre, M. Anna Yapi. Mais c'est avec peine, empreinte de profonde douleur et regret que nous avons appris le deuil qui vous frappe. Yako, mon commandant, nos sincères condoléances. Yako. À ce stade, je voudrais inviter tout le monde à se lever et à observer une minute de silence. Une minute de silence pour tout le monde. S'il vous plaît, que tout le monde se lève. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Ce jour, 26 février 2020, est une date mémorable qui marque votre première visite à Akekwa, alors que vous venez d'entamer allègrement une série de visites au village de votre circonscription administrative de la sous-préfecture de Brofo-Doumé. La population d'Akekwa, très reconnaissante, se sent très honorée par cette visite, s'en félicite à sa juste valeur. On acclame, s'il vous plaît. Mon commandant, voici votre Akekwa. Ce petit village, malgré quelques soubresauts et malentendus inhérents à toute société humaine, dynamique et critique, demeure une population unie, soudée et paisible qui n'aspire qu'à un avenir meilleur. Mais Akekwa manque de toutes les infrastructures de base pour son décollage au développement dans le district d'Abidjan, à l'heure d'une Côte d'Ivoire visiblement émergente sous la gouvernance du président, son Excellence Alassane Ouattara. L'école, l'électricité, l'eau potable, centre de santé, tout ce qui, dans la vie moderne, donne la fierté et la dignité à la vie humaine en font défaut. Nous souhaitons et espérons fort que votre visite donnera de l'espoir, voir le sourire à l'avenir des enfants d'Akekwa. Ensuite, nous allons inviter monsieur le sous-préfet, mon commandant. Monsieur le représentant, le commandant de la brigade d'Anyama, monsieur le représentant de madame le chef de cantonnement des eaux et forêts, monsieur le chef de secteur du ministère de la Construction, monsieur le chef du village, messieurs les membres de la chefferie du village, messieurs les sages du village, honorables guides religieux, je vous salue.
Avant tout propos, je voudrais m'excuser et excuser ma délégation pour le retard avec lequel cette cérémonie commence. Cette cérémonie aurait pu être reportée, mais j'ai refusé le report de cette cérémonie, malgré ce que vous savez. Malgré ce que vous savez, cette cérémonie devait se tenir le mardi. Vous savez pourquoi ça n'a pas pu se tenir le mardi. Et ce mercredi, en venant, j'ai même eu un malaise. Mon médecin m'a conseillé d'abréger la cérémonie. Je lui ai dit, non, je vais faire cette cérémonie. Pourquoi j'ai insisté pour venir vous visiter? J'ai insisté parce que je sais qu'il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes de développement. Mais j'ai insisté aussi parce que j'ai été nommé ici depuis le 18 décembre. Mais j'ai pris fonction le 17 janvier. Et le 29 janvier, j'ai commencé à travailler. Il ne me semblait pas correct de commencer à travailler sans passer saluer, n'est-ce pas, les populations, les chefferies, les notables, les guides religieux, les jeunes des différents villages avec lesquels je serai amené à travailler pendant longtemps, je l'espère. Il me semblait donc important de venir me faire connaître et de venir vous connaître et toucher du doigt les réalités qui m'ont été traduites. Voici donc les deux raisons de ma visite ici aujourd'hui. Je vais commencer par la deuxième raison. Vous savez, on dit que quand on arrive dans un village, on vient demander au chef du village où se trouve le marabout. Cela voudrait dire qu'on vient rendre la politesse aux gens qui vous accueillent. On vient proposer, n'est-ce pas, cette civilité aux gens qui vous accueillent. Donc ma démarche ici en venant aujourd'hui, c'est de venir faire mes civilités, non seulement au chef de village, non seulement à la chefferie, mais également à toutes les populations, y compris les jeunes, les femmes et même les enfants qui ont défilé ici, parce qu'aujourd'hui je suis un des vôtres. Il était bon que vous me connaissiez, on se connaisse. Profitant de la présentation de la cérémonie, je me suis dit qu'il serait aussi intéressant de vous proposer une méthode de travail. Et ça, c'est les grands mots, les grandes lignes de cette méthode que je me permets donc de vous présenter, de soumettre à vos sagesses, parce que je sais que vous allez admettre cette méthode de travail. En réalité, ce n'est rien de difficile. Nous estimons qu'aujourd'hui, la meilleure façon de gouverner, c'est gouverner dans la concertation, gouverner dans la cohésion et gouverner dans la collaboration. Je suis venu donc vous faire une offre de concertation, une offre de collaboration, afin que toutes les décisions qui seront prises pour la sous-préfecture de Brochet-Dumé soient la décision de tout le monde, sur les sujets les plus importants. Et donc, je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de décision de sous-préfet, qu'il n'y ait pas de décision du chef du village, qu'il n'y ait pas de décision du président du comité de gestion, mais qu'il y ait des décisions des villages, y compris de la sous-préfecture. Pour que cela puisse se faire, il sera bon d'associer tout le monde aux prises de décision. Moi, le sous-préfet, je suis venu vous dire que toutes les décisions qui seront prises concernant votre village seront prises d'un commun accord, dans le consensus, dans la concertation, avec tout le monde, avec la chefferie, avec toutes les couches socio-professionnelles de votre village. Donc, voici la deuxième raison, donc j'allais dire la deuxième partie de ma visite de civilité. Concernant la deuxième grande raison de ma visite, comme je l'ai dit, je suis venu toucher du doigt vos problèmes.
Parce que dans ma profession, il n'est pas bon de dire on m'a dit. Non, le chef m'a dit, le président de comité de gestion m'a dit, le sage m'a dit. Non, 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 pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous, on dit j'ai vu. On m'a pas dit, mais j'ai vu. Ou bien on m'a dit, je suis venu, j'ai vu. Donc je suis venu toucher du doigt vos réalités. Et vos réalités, le discours que le porte-parole vient de faire, ne fait que confirmer ce que je savais. Mais il était bon que je vienne voir. Des difficultés qui ont été égrenées. Je note le problème de l'électricité. Pour moi, c'est un grand problème. C'est une grande difficulté. Et vous voyez, sans attendre ma visite, je vous assure que les démarches ont été déjà entamées pour cela, avant même que je vienne ici. Dès les premiers jours où j'ai appris que dans 3 de mes localités, parce que c'est pas seulement ici, il y a Bangakwa, il y a Congofon, les 3 villages qui sont concernés par ce problème. Alors, des démarches ont été déjà initiées pour ça. Et je suis prêt à vous dire, je suis convaincu à 3000% que cette difficulté sera résolue. Parce qu'elle sera résolue, j'ai confiance, parce que cette difficulté capte aujourd'hui toute l'attention des décideurs. Et ils vont accorder une oreille attentive à cette difficulté. Et je suis sûr à 3000% que des solutions urgentes seront prises pour régler ce problème. Parce que vous savez très bien que l'une des priorités du gouvernement, n'est-ce pas, c'est le courant, l'eau, la santé et l'école. C'est pour ça que c'est de ces priorités-là que je tire les convictions pour vous dire que ces problèmes-là seront réglés très rapidement. En ce qui concerne l'adduction d'eau, bien avant que je vienne ici également, des diligences avaient été entamées. 2 ou 3 semaines après ma prise de fonction, monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, nous a demandé de faire le point de toutes nos localités qui avaient des problèmes d'adduction d'eau potable. Et avec mes collaborateurs, nous avons travaillé. À la réunion avec monsieur le sous-préfet, nous avons défendu le dossier et la cause a été entendue. Aujourd'hui, sans trahir un secret, l'ONEP est en train de travailler urgemment pour vous donner de l'eau potable. Et ça, je peux vous rassurer, en tirant mes convictions de l'importance et de la priorité que le gouvernement accorde à cette question, je peux vous rassurer que ce problème sera réglé très rapidement. Troisièmement, le problème de la scolarité, le problème de l'école. J'avoue que c'est lors de la réunion de la carte scolaire, c'était quand, monsieur? La réunion de la carte scolaire que j'ai appris la difficulté ici. J'ai appris la difficulté ici en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne l'école. C'est le jeudi passé. Et le jeudi passé, on m'a expliqué une situation que je viens de constater. Je suis allé à Bangakwa, je suis allé à Congofon avant de venir ici. L'école porte le nom de Congofon et c'est plus proche de Bangakwa que de Congofon. Et c'est plus éloigné d'ici. Donc, j'ai vu nos enfants, qui sont certains, pour certains de nos arrières, nos petits-enfants, qui sont pour certains nos enfants, n'est-ce pas, dire que ces enfants vont faire ces démarches, ces courses-là pour aller à l'école. Je trouve qu'il faut rapidement informer le gouvernement par les canaux qui sont les miens, et je le ferai dès que je vais retourner au bureau. Mes collaborateurs, pour ceux qui vivent avec nous à Brocodini,
Je ne sais pas si on ne va pas nous surnommer des équipes, c'est comme ça on dit. Mais quand il y a une urgence, on reste au bureau jusqu'à ce qu'on finisse de faire ce qu'on a à faire. Parce que, de mon point de vue, il n'y a rien de plus urgent que les besoins des populations. Et les besoins les plus importants, les besoins primaires, l'eau, le courant, la santé, l'éducation. Et quand on a ces trois problèmes-là, en tant que responsable, en tant qu'autorité administrative, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas aller à la maison tant qu'on n'a pas fait ce que nous, on doit faire. On ne peut pas. Donc, je vous assure que quand je vais rentrer au bureau, les collaborateurs le savent, on va travailler. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on va le faire et puis le reste, non. Alors, pour la santé, nous avons demandé, nous sommes en train de regarder cela avec le médecin-chef, c'est ça, le médecin-chef du centre de santé urbain de Grofo-Doumé, et nous allons voir avec lui comment est-ce que dans leur déontologie, dans leur stratégie, on peut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, vous donner un centre médical ou bien une unité médicale. Ça, je vais rentrer en contact avec lui, mais je sais que mon prédécesseur qui était ici avait déjà entamé des démarches pour ça. Et quand j'aurai, n'est-ce pas, le niveau de cette démarche-là, je vais les poursuivre. Et si les démarches n'ont pas été entamées, je vais les entamer et je vais faire ce que mes pouvoirs m'autorisent à faire pour que cela puisse se faire. Parce que vous en avez besoin. Vous imaginez, je peux faire une confidence. Ce matin, pour vous montrer l'urgence, n'est-ce pas, des unités, n'est-ce pas, médicales. J'avais fini ma rencontre à Congofo. Lorsqu'on partait à Bangkok, j'ai eu un malaise. Et PFO a une infirmerie. J'ai dû aller à l'infirmerie des PFO. Rapidement, le lieutenant a donné des instructions pour qu'on aille payer mes médicaments. Je suis là. C'est pour vous dire combien de fois c'est important que les centres médicaux, les unités médicales soient plus proches des populations. Et ça, j'ai confiance, j'ai foi. Et je peux vous rassurer, en tirant mes convictions de l'importance que le gouvernement accorde à la santé et de l'investissement de mes collaborateurs, on va s'investir à cela. Parce que c'est une priorité pour l'État et nos sous-préfectures ne doivent pas en manquer. Mais à côté des 4 problèmes qui ont été cités par monsieur le représentant des cadres, que je salue au passage, à côté de ça, je sais que c'est par élégance, ou bien parce qu'on n'a pas trop le temps, que tous les problèmes n'ont pas été posés. Mais parmi les problèmes que je sais, on ne va pas tout égrener ici, mais il faut que j'aborde certains problèmes. Pour que ce soit public, pour que les gens savent que ça, c'est la parole du commandant. Pour pas qu'on ait dit, il a dit, il n'a pas dit. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vais dire ici. Pour ne pas qu'il y ait la confusion sur mon point de vue, sur certains problèmes. Le 4e problème, ici, heureusement, on n'a plus ce problème ici à Keikwa. Et je voudrais saluer le président des jeunes, les représentants donc de la jeunesse. Je voudrais saluer le sage, les sages, et je voulais saluer, n'est-ce pas, la chefferie, parce que très rapidement, ce problème a été étouffé. Franchement, je voudrais vous saluer, jeunes, sages et la chefferie, pour avoir étouffé ce problème-là très rapidement, parce que ce problème-là se pose aujourd'hui à Kuité, un pays à Tchad, souvent dans certains villages, et ça retarde inutilement le développement, et ça retarde inutilement la chance, n'est-ce pas, des jeunes. Le problème-là, c'est quoi? C'est le conflit de chefferie. Il faut que nous fassions tout, autant que faire se peut, d'éviter ce genre de conflit. Croyez-moi, ce genre de conflit-là n'est à l'avantage de personne. Ça retarde les enfants du village inutilement, ça crée la désunion inutilement, et ça
ça fait fuir ceux qui peuvent envoyer de l'argent inutilement. Si ne vous attendez pas dans un village, qui peut avoir confiance en vous? C'est cela. Et même quand il y a un projet de développement qui vient, le chef, par exemple, qui doit aller négocier le projet, ou bien qui doit aller représenter le village, ceux qui sont là-bas, ils entendent que ce gars-là, il ne représente rien. Nous, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Mais pourtant, si vous êtes forts et unis derrière votre chef, vos projets vont porter. Vous voyez? Mais si vous portez sur la place publique votre division, vous affaiblissez. Ce n'est pas le chef, ce n'est pas la chefferie que vous affaiblissez, mais c'est votre village que vous affaiblissez. Vous voyez, je ne vais pas citer le nom d'un village pour ne pas. Alors, il y a une institution internationale qui a donné de l'argent à un village. Des milliards. Je dis bien des milliards pour des projets. Mais jusqu'au jour où je vous parle, les milliards dorment encore au trésor. Parce que le chef qui doit aller retirer l'argent là, il est contesté. Ils sont actuellement en justice pour annuler son arrêté de nomination. Et ça fait plus de 3 ans, le milliard au trésor, les milliards sont au trésor, ça produit des intérêts, ça produit des intérêts, ça produit des intérêts, pendant que le village n'a même pas d'unité de l'État. Ce village. Vous voyez comment les conflits de chefferie d'État, n'est-ce pas, le développement. En pays à Tchad, aujourd'hui, j'en parle, je suis mal à l'aise parce que j'ai été un moment de ma vie au centre, n'est-ce pas, de la collaboration avec ceux-là. Et je leur disais tout le temps, aujourd'hui, les chefs à Tchad, je ne dirais pas eux tous, voilà, ce n'est pas eux tous, mais des chefs à Tchad sont emprisonnés tout le temps, des sages à Tchad sont emprisonnés tout le temps, des jeunes à Tchad sont emprisonnés tout le temps, des détenteurs de droits coutumiers à Tchad sont emprisonnés tout le temps. Pourquoi? Pour des questions de litiges fonciers. Pour les litiges fonciers, et ça c'est le deuxième point de mon intervention. Faites attention aux ventes de terre que vous faites ici. Ne nous mettez pas dans une situation comme à Abidjan où on vend un terrain, demain tu as un ACD, on va annuler l'ACD. Où tu vends un terrain, le monsieur vient construire, demain on vient casser sa maison. Où tu vends un terrain, et demain toi-même tu vas en prison pour ton propre terrain que tu as vendu parce que tu n'as pas vendu dans les vraies règles de l'art. Il faut que vous sachiez que la plupart des terrains ici, là, on ne peut pas les vendre comme vous les vendez. On peut les vendre après certaines procédures qui sont conseillées dans la loi. Mais qui le sait? Personne ne le sait. Voilà le directeur, le responsable du ministère de la Construction ici. Combien de fois il a été approché pour une question de vente de terrain? On a eu à discuter, lui et moi. Voilà la sous-préfecture. Je suis là. Combien de fois j'ai été approché pour des ventes de terrain? Aucune fois. Mais les terrains se vendent. Les terrains se vendent. Mais tous les terrains que vous vendez aujourd'hui, à 80%, c'est des litiges que vous cherchez. Parce que vous ne cherchez même pas à savoir si le terrain fait partie de la ZAD, si ça ne fait pas partie de la ZAD, si ça fait partie de la ZAD, quelles sont les procédures qu'il faut faire. On prend le terrain, je vois des gens, ils déposent des bornes là et puis ils vendent. Quand vous avez fini de déposer des bornes là, demain quelqu'un va venir faire un lotissement. Quand il va faire un lotissement, son lotissement sera approuvé. Le terrain que vous avez vendu, lui aussi va vendre ça à quelqu'un. Et puis, bon, il va aller en justice, il aura raison. Ça va créer des problèmes ici. C'est pour vous dire qu'en matière de terrain, mettez-vous toujours derrière la loi, derrière les règlements et derrière ce que l'État, les procédures que l'État commande. Et c'est dans ça qu'il y a votre salut. Si le foncier est gâché dans la zone, on aura beaucoup de problèmes. Et ça, je voudrais m'adresser au chef. Même les attestations d'attribution que vous donnez, aujourd'hui avec vos statuts, même le modèle là, il n'est pas normal. Et je vous dis, le tribunal annule souvent aussi des attestations. Le tribunal annule des guides. Alors que vous avez vendu le terrain il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous avez déjà bouffé l'argent. 10 ans après, on vient annuler une attestation que vous avez délivrée pour défaut, n'est-ce pas? Parce que l'attestation est entachée d'illégalité ou bien pour défaut de respect de quelques procédures. Vous voyez le préjudice que ça fait? 10 ans, tu as vendu un terrain peut-être à 5 millions, mais 10 ans, tu n'as plus que 5 millions. Mais comment tu fais pour rembourser? Ça, c'est la prison assurée. C'est pour ça que je vous dis,
les ventes de terrain, il faut qu'on organise ça sur le territoire de Profotomé. Vous avez besoin de formation pour qu'on ne soit pas dans les mêmes problèmes que ceux de certains endroits d'Abidjan. Donc, ça c'est le premier conflit, à part ce que je viens de dire, que j'ai constaté ici. Mais je me suis dit, comme il y a des gens, je ne connais pas tous les opérateurs fonciers de la zone, mais il y a quelques gens que je connais. Et je sais qu'ils ont des références. Et même ceux-là aussi, ils ont besoin de formation. Les nouveaux opérateurs de foncier qui viennent d'arriver, qui ont fait leur entreprise, c'est normal qu'ils cherchent de l'argent parce que ça crée du boulot. Mais il faut que ceux-là aussi se forment. Même le ministère de la Construction. Monsieur le responsable, le chef secteur du ministère de la Construction était là. Notre rôle tous les matins, quand on se levait pour aller au travail, c'était quoi? Aller annuler les lettres d'attribution et puis aller casser maison des gens. Pourquoi? Parce que les règles d'urbanisme ne sont pas respectées. Ça, c'est habituel. Tous les matins, quand les gens se lèvent au travail, c'est pour aller au travail, c'est pour aller casser maison des gens. Mais pourquoi casser maison des gens? Parce que les règles ne sont pas respectées. Regardez, quand vous vendez les terrains, là, les gens construisent des maisons. Là. Mais toutes ces constructions-là sont illégales parce qu'il n'y a même pas de permis de construire. Or, que dit la loi? Une construction qui a été bâtie sans permis de construire doit être démolie. Ou bien c'est de ça que vous avez besoin. Le village encore, ça se comprend parce que là, c'est le village. N'est-ce pas? Personne ne rentrerait ici pour venir démolir quoi que ce soit parce que ce village existe il y a longtemps. Mais les nouvelles constructions qui sortent de terre, je vous parie qu'aucune construction, de tout ce que j'ai vu, n'est-ce pas, à propos de jusqu'ici, les nouvelles, il n'y a aucune construction qui a un permis. Mais les gens sont en train de construire. Mais demain, vous savez ce qui va se passer? Quand l'urbanisation va gagner la zone, mais ça sera grave. Vous savez, il y a des juges disent pour plaisanter, hein, c'est pas écrit quelque part, mais souvent pour plaisanter, nous les hommes de loi, on dit que voler là, c'est pas mauvais, ça c'est pour plaisanter. Mais c'est quand on t'attrape, c'est ça qui est mauvais. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, j'ai dit on dit ça pour plaisanter. Si on volait là, c'est mauvais, on n'allait pas voler. Mais nous on dit ça pour plaisanter, pour dire que c'est quand on t'attrape là, c'est ça qui est mauvais. Mais la maison que vous êtes en train de construire là, mais demain, quand tu auras un litige, là, mais c'est la loi, on va regarder. On dit oui, un tel, est-ce que tu as eu tel document? Est-ce que tu as eu tel document? Est-ce que tu as eu tel document? Mais pourquoi tu as construit? Et en matière de permis, là, on ne va même pas chercher à savoir si le terrain est pour toi, bien c'est pas pour toi, on va casser. Parce que le permis n'est pas lié à la propriété du terrain. Donc évitons, n'est-ce pas, que nous ayons des constructions anarchiques dans notre localité. Ou bien vous voulez qu'à côté de vos villages se développent des quartiers précaires? Non, je ne crois pas que ce soit vos souhaits. Respectez les règles d'urbanisme. Et c'est pour ça que nous allons faire des formations. Nous allons organiser un séminaire. Quand nous allons revenir, quand on va finir, je vais dire cette tournée-là, on va se donner du temps avec donc le ministère de la Construction. Nous allons organiser un séminaire d'information et de formation. À l'attention des vendeurs de terrain, à l'attention des opérateurs économiques, du foncier, à l'attention de la chefferie, à l'attention, n'est-ce pas, des comités de gestion, à l'attention des détenteurs de droits coutumiers. Pour leur dire comment les choses se font. Et essayer de les sensibiliser pour que toutes les ventes de terrain, de parcelles se fassent, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. Et demander à tous ceux qui veulent construire ici de faire en sorte d'avoir des permis. On ne va pas le faire un coup, mais on va aller doucement avec la sensibilisation, parce qu'il ne s'agira pas d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un, mais il s'agira de vous emmener à comprendre l'importance du permis. Et aujourd'hui, ça ne prend même pas du temps pour avoir un permis. À l'époque, il fallait faire 2 ans, 3 ans, 4 ans pour avoir une lettre d'attribution. Pour aller même avoir même un certificat de propriété, à l'époque même, il y en a même qui n'avaient jamais, ils étaient fatigués, ils viennent déposer, ça fait 5 ans, et ils n'obtiennent pas leur acte, donc ils arrêtent. Mais aujourd'hui, si vous avez tous les documents du permis de construire, quand vous déposez en 2 mois, vous avez votre permis. Donc je ne dis pas que nous allons imposer ça aux gens, parce que c'est une nouvelle localité, les gens sont encore jeunes,
on va aller dans la sensibilisation, on va faire en sorte que les gens comprennent même la nécessité d'avoir des documents, d'avoir des permis pour pouvoir construire. Et ça, je vais demander, n'est-ce pas, l'assistance et la collaboration des chefs, n'est-ce pas, pour qu'on accompagne nos différents villages dans ce projet. Et la deuxième chose à laquelle nous allons nous attaquer, c'est au niveau de la ZAD. Et je pense que monsieur le directeur, monsieur le responsable du ministère de la Construction et mes équipes se mettront ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut encore, n'est-ce pas, repousser la ZAD. Parce qu'on ne peut pas empêcher la ZAD. Ce qu'on peut faire, on peut la repousser. Alors donc voici un peu la troisième question que je voudrais aborder avec vous, c'est au niveau des eaux et forêts. Il y a une opération qu'on appelle le planting d'arbres, donc qui est initié par le ministère en charge, n'est-ce pas, des eaux et forêts. C'est ce que nos doyens, nous qui avons un certain âge, on appelait ça à l'époque le reboisement. C'est à cause du réchauffement climatique. Donc, le ministère des eaux et forêts, il serait important, je voudrais engager les populations ici à montrer, je n'ai pas dit donner, montrer une parcelle au ministère des eaux et forêts pour qu'ils viennent planter des arbres pour vous. Aujourd'hui, souvent même en décembre, je veux dire, en février, il pleut. Souvent même quand il y a l'harmattan, on se demande même s'il y a l'harmattan. Il y a l'harmattan matin, le soir, il fait chaud. Le climat est devenu bizarre. Or, si le climat est bizarre, c'est la nature qui devient bizarre. Si la nature devient bizarre, c'est la vie qui devient bizarre. Si la vie qui devient bizarre, c'est l'avenir de nos enfants qui devient bizarre. Si l'avenir de nos enfants devient bizarre, c'est l'avenir même de l'humanité qui devient bizarre. Et aujourd'hui, la seule façon de lutter contre le réchauffement climatique, contre toutes les problèmes de la nature, c'est de procéder au reboisement. Nos doyens sont là, les sages sont là, ceux qui sont nés avant 1960. Mais il y avait de la forêt encore en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez la couverture forestière. Il ne reste pratiquement plus rien. On est en train de lutter maintenant pour créer des forêts classées, n'est-ce pas? Même là encore, il y a des choses. Donc, je vous demande vraiment de vouloir d'attacher, n'est-ce pas, toute votre attention à ce projet-là. Et je souhaite, peut-être après ma tournée, passer ici un jour pour aller planter mon arbre. En dehors du planting d'arbres, en dehors de l'avantage sur le climat, l'avantage sur votre économie, l'avantage sur votre santé, l'avantage même sur les populations, en dehors de ça, il y a l'avantage personnel qu'on a à planter un arbre. Vous voyez, nous sommes tous des hommes, hein, on n'est pas appelés à rester sur terre. Voyez-vous? Alors, le planting là, si vous nous indiquez une parcelle pour aller planter nos arbres, moi je viendrai. Moi je vais planter mon arbre, je connais mon arbre. Le chef viendra et plantera son arbre. Il connaît son arbre. Le sage viendra et va planter son arbre. Ainsi de suite. Mais demain, quand je serai à la retraite, ou bien quand je ne serai plus à Brufut-Doumé, mais il y a quelque chose qui me rattache au sol de Brufut-Doumé de façon sympathique. C'est mon arbre que j'ai planté. Il y a des gens qui voyagent partout dans le monde pour venir dans les pays où ils ont planté leurs arbres. Pour venir se reposer, n'est-ce pas, en bas de l'ombre de cet arbre. Donc c'est une valeur sympathique. Donc permettez, chers parents, permettez que je puisse avoir l'honneur et le plaisir de planter mon arbre dans tous les villages de ma sous-préfecture. Comme ça, demain, quand je ne serai pas là, mais si je suis ailleurs dans un autre village, je vais me souvenir, même 20 ans après, que j'ai un arbre ici, j'ai un arbre là-bas, j'ai un arbre là-bas, et ça me fera plaisir de venir me reposer en bas de l'ombre de mon arbre quand je serai vieux un jour. Et ce jour-là, quand je viendrai, c'est les enfants là qui ont défilé pour nous là. C'est eux là qui seront les chefs du village, ils ne me reconnaîtront même pas. Et je leur dirai, j'étais le sous-préfet de Brufut-Doumé dans votre village d'Ayamona. Vous voyez l'arbre qui est là, c'est pour moi. C'est ça aussi la valeur. Et je pense que tous les jeunes doivent faire la même chose. Si tu ne veux pas construire un hôpital, tu ne veux pas construire une maison,
tu ne peux pas construire une école pour ton village. Tu ne peux pas envoyer électricité, tu ne peux pas payer l'électrification, tu ne peux pas payer l'eau. Mais il faut payer au moins un arbre pour ton village. Et ça, là, c'est même pas payant. C'est Eaux et Forêts qui dit, bon, donnez-nous une parcelle. Et puis on vient, on te donne une plante, tu viens symboliquement, tu plantes, c'est fini, tu regardes bien ta plante. Souvent tu penses, demain ça va pousser. Voilà. Donc vraiment, je vous demande d'aider l'État à faire ce truc-là. Ce n'est pour personne. Et la parcelle qu'on vous prend là, on ne vous prend pas là, on ne vous demande pas de donner. On dit montrer. Montrez-nous un coin où on peut aller planter nos arbres. C'est fini. Mais le terrain là, vous revient, ce n'est pas pour quelqu'un. Mais l'arbre qui va pousser là, c'est pour tout le village. Et le troisième problème, c'est l'identification. Mais avant l'identification, je voudrais vous inviter. L'état civil. Beaucoup d'enfants dans la sous-préfecture n'ont pas d'extrait de naissance. Pourtant, la sous-préfecture est ouverte. Il y a des gens même, il y a des enfants qui sont nés, on ne fait même pas de déclaration. Oh, il faut faire des déclarations. Il y en a qui font, ils viennent faire la déclaration, on ne voit même plus les parents. Il y en a même, il y a des extraits même qui sont là-bas, on ne voit même pas des parents pour venir retirer. Et tout ça, demain, ça va poser des problèmes d'identité. La sous-préfecture est ouverte. Si votre femme accouche, vous faites un jugement supplétif. Vous avez 3 mois pour venir faire la déclaration. Et quand vous venez faire la déclaration, venez retirer l'extrait de naissance de votre enfant. Au moins votre enfant a un papier. Aujourd'hui, quelqu'un me faisait la confidence. PFO. Il faisait la confidence que je crois qu'il y a 70 jeunes qui sont embauchés là-bas. Mais ils auraient voulu aller au-delà. Mais en dehors des qualifications, mais ils ont remarqué que beaucoup de jeunes n'ont pas de pièce d'identité. Donc ils nous ont demandé, n'est-ce pas, de sensibiliser les jeunes pour cela. Mais tu n'as pas de pièce d'identité là, tu peux faire quoi en Côte d'Ivoire? Faites votre pièce d'identité. Mais pour avoir la pièce d'identité là, il faut commencer d'abord par l'extrait de naissance. Donc je voudrais encourager toutes les personnes, n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, obtenir leur acte de naissance. Et je vous informe que la deuxième phase de l'identification a été lancée. Venez vous faire identifier. Venez vous faire identifier pour que tous ceux qui ont droit à la carte d'identité puissent avoir leur carte d'identité. C'est ouvert et aujourd'hui je venais, il y en a même qui quittent Abidjan pour venir. Donc vous qui êtes ici, on ne vous voit pas. Donc venez, vous allez vous faire enrôler. Il faut venir se faire identifier, c'est important. Bientôt, on va lancer le recensement général de la population. Et on va vous sensibiliser ça pour ça aussi. Venez vous faire identifier, c'est important. Parce que vous voyez, les projets sociaux, là, souvent on peut lancer des projets sociaux, mais c'est difficile de lancer un projet social qui va prendre, si on ne connaît pas, n'est-ce pas, si on n'a pas de certaines informations sur les populations. On ne sait même pas les jeunes de tel âge à tel âge sont au nombre de combien, les vieux de tel âge sont au nombre de combien. Vous voyez, il faut qu'il y ait la statistique, la bonne statistique pour venir soutenir les bons projets. Bon, je voudrais pouvoir m'arrêter là et vous réitérer, n'est-ce pas, les 3 points et les souhaits que je voudrais, ou bien j'allais dire mes doléances auprès de vous. La première doléance que je vous fais, je parle en termes de doléances, c'est que d'ici la fin du mois de mars, je souhaite venir planter mon arbre ici. Chef, les jeunes, vraiment, les sages, faisons tout. Je vais avoir mon arbre ici, s'il vous plaît. Voilà. Même si je n'ai pas fait tout, si je n'ai rien fait ici, au moins je vais avoir mon arbre dans tous les villages, la sous-préfecture de Brefort. Maintenant, la deuxième doléance, ou bien le deuxième défi que je me donne, c'est de faire en sorte qu'après ce séminaire, il n'y ait pas de litige foncier ici à Brefort-Doumé. Ça, c'est le deuxième objectif que je me fixe. Le troisième objectif que je me fixe, que tout le monde soit identifié ici. Et que tous les enfants aient droit à un extrait de naissance. Voici, chers membres de la chefferie, chers sages, chers jeunes,
les 4 défis auxquels nous devons faire face. Ça, c'est notre point pour les 3 mois. Et c'est par l'atteinte de ces résultats-là qu'on verra si on travaille bien, si on ne travaille pas. Je vous ai dit qu'on va travailler dans la concertation. Si on n'a pas pu faire le planting, là, ce n'est pas moi seulement, c'est nous tous. Si des jeunes n'ont pas pu avoir des cartes d'identité, ce n'est pas moi seulement, c'est nous tous. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fête nos victoires ensemble, il faut qu'on assure ensemble nos responsabilités. C'est pour ça que je voudrais engager tout le monde ici à faire en sorte que les 4 objectifs soient atteints. Et je vous demande, je vous engage, je vous demande de faire des efforts, de ne ménager aucun effort pour que ces 4 objectifs-là, on puisse les atteindre dans un maximum de 2 mois. Et ce n'est pas compliqué. Vous montrez une parcelle ici, vous avez beaucoup de parcelles. Montrez une parcelle ici, je ne sais pas, de 1 hectare, 2 hectares, n'est-ce pas, 1 hectare. Et ça n'est même pas pour quelqu'un. C'est même pas pour quelqu'un, c'est pas aller planter des arbres. C'est fini. Pour vous-même. Ça là, je ne crois pas que ça puisse même faire 1 mois. Demandez à vos jeunes de venir se faire enrouler. Ça ne peut pas faire 1 mois. Demandez, regardez les femmes qui ont accouché, venir prendre leur extrait de naissance. Ça, vraiment, c'est des petits trucs qu'on peut faire. Et après le séminaire de formation, quand on va faire le séminaire de formation sur le foncier, là, on va vous montrer comment on fait, qu'est-ce qui doit être fait, et quelles sont les procédures à suivre, quelles sont les difficultés, comment surmonter les difficultés. Mais il n'y aura plus de problèmes fonciers ici de bonne foi. Tous les problèmes fonciers maintenant seront de mauvaise foi. C'est que tu as fait exprès. Or, si tu fais exprès, tu seras soumis à la rigueur de la loi. Donc voici, chers chefs, chers sages, chers jeunes, les 4 défis auxquels je voudrais qu'on s'engage ce soir. Et nous allons revenir dans 3 mois faire le bilan. Sur ce point, on est tout. Chef, votre arrêté de nomination est là. Vous êtes le chef. À partir du moment où on est chef, on n'a plus d'ennemis, on n'a plus d'adversaires. On se met à équidistance de tout et on écoute tout le monde. On n'a plus d'ennemis, on n'a pas d'adversaires. Et un chef, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec tout le monde, écouter tout le monde. Mais on n'est pas obligé de vous imposer des décisions. Écouter tout le monde et travailler surtout pour le bien du village. Sur ce, j'aimerais pouvoir m'arrêter et faire tard et remettre symboliquement l'arrêté du chef. Merci. Que la population n'avait pas honte à besoin de soutenir la délégation.